Menachem Begin dit non à Carter, le Premier ministre israélien n'ira pas à Camp David. Raymond Barre dénonce les idées fausses sur l'emploi, notamment sur la réduction du temps de travail. Valéry Giscard d'Estaing demain au Mexique, au pays du nouvel or noir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur mon bureau, un rapport, un gros rapport, 350 pages qui vont faire du bruit. C'est le rapport annuel de l'Inspection générale des affaires sociales qui passe au crible les établissements sanitaires et sociaux, c'est-à-dire en premier lieu les hôpitaux. Rapport passionnant parce qu'il s'attaque à l'un des maux de la sécurité sociale, à l'une des causes de son déficit, dans la proportion de la moitié. Mais qu'est-ce que l'on découvre dans ce rapport? Eh bien, qu'il y a dans les hôpitaux français un nombre impressionnant de lits inoccupés, à l'image de ceux de cette maternité. Premier accusé, donc, le suréquipement hospitalier. L'auteur du rapport. Nous devrions entendre l'auteur du rapport. Nous n'allons pas l'entendre, mais je pense que, Martine Alain Regnault, nous pourrions suppléer avec un certain nombre de précisions sur ce rapport qui est assez dramatique et qui dénonce donc, disions-nous, le suréquipement hospitalier. Oui, alors il y a beaucoup trop de lits d'hôpitaux et M. Secaldi, le chef de l'Inspection générale des affaires sociales, a coutume de parler ainsi. Les établissements, on les compte par milliers, les lits par centaines de milliers, les jours d'hébergement par millions et les dépenses par milliards. Alors les conséquences sont Alors graves, les conséquences sont très graves. Alors je voudrais vous dire une conséquence que vous ne connaissez sans doute pas. La durée de séjour dans les hôpitaux a diminué de presque moitié. Mais un jour en moins à l'hôpital pour la France entière, ça veut dire 20 000 lits gagnés. Ce qui explique un peu ces lits que l'on rencontre partout. On a fait des erreurs de prévision, par exemple. On n'imaginait pas qu'on aurait moins d'enfants maintenant qu'avant. On a construit des maternités, des services de pédiatrie. On a guéri aussi beaucoup mieux qu'avant grâce aux antibiotiques. Ce qui fait que, en réalité, vous vous trouvez avec trop de lits de pédiatrie, trop de lits de maternité. Et puis on a changé d'orientation aussi, pour les personnes âgées, pour les malades mentaux et pour les enfants, les cas sociaux. On voudrait qu'ils restent à la maison, qu'on leur donne des soins à la maison, et non plus toujours qu'on aille toujours à l'hôpital, qui les sépare du reste de l'environnement. Alors on a envie de vous dire qu'il y a une formule qui se développe et qui a l'air de bien marcher, qui est l'hospitalisation à domicile. Ça coûterait beaucoup moins cher. Faudrait peut-être Alors, développer. L'hospitalisation à domicile, c'est effectivement un des points les plus intéressants qui satisfait et l'humanité et le financement. Actuellement, il n'y a que 2500 postes en France et c'est vraiment très très peu. Il en faudrait 10 à 20 fois plus. Alors à part le suréquipement, que contient et que dénonce le rapport? Alors le rapport dénonce tout et rien, j'allais vous dire, parce que c'est il y a 350 pages, 10 personnes qui pendant plusieurs mois ont pris leur bâton de pèlerin. Alors j'ai retenu un chiffre qui m'a paru très intéressant tout de même. Les crèches, vous savez qu'on en manque beaucoup, il y a des listes d'attente considérables, et bien ne sont occupées qu'à 70%. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il y a quand même un peu de positif dans tout ça? Oui, il y a du positif, parce que les orientations sont bien précises. Monsieur Secaldi dit la doctrine précède la réalité, c'est-à-dire que maintenant on sait où il faut mettre les personnes âgées, on sait qu'il faut faire de la psychiatrie de secteur, on sait améliorer la technique et on sait humaniser, diminuer les salles communes. Mais tout ça ne suffit pas à faire des hôpitaux qui ne coûtent pas cher et qui vont bien. Ça c'est donc pour le rapport 77-78, est-ce qu'on sait déjà ce qu'il y aura dans le rapport 79? Oui, ce sera le personnel sanitaire et social. Et là encore il y aura beaucoup à dire, je crois. Bien, pendant que vous faisiez votre exposé, on m'a dit malheureusement que nous ne pourrions pas entendre le rapporteur, monsieur Secaldi. Je pense que nous pourrons l'écouter demain à 12h45 dans notre édition de la mi-journée, antenne de midi. Les affaires du monde maintenant, avec tout d'abord une nouvelle déconvenue pour Jimmy Carter. Certains parlent déjà de gifles. Menachem Begin n'ira pas en effet à Camp David. Pour la première fois dans l'histoire des relations entre les États-Unis et Israël, un Premier ministre israélien a dit non à une invitation personnelle du président américain, invitation à se rendre aux États-Unis. Pourtant, hier, Jimmy Carter l'avait annoncé avec certitude. M. Begin a été inflexible au terme de 5 heures de débat houleux en Conseil des ministres. Menachem Begin ne se base pas sur le refus d'Anwar el-Sadat, mais sur l'état des négociations avec le Premier ministre égyptien Mustafa Khalil. Et quelques minutes auparavant, M. Khalil estimait que Menachem Begin devait venir à Washington et négocier avec lui. Il n'y a pas d'autre alternative, disait-il. Deuxième front d'inquiétude pour Jimmy Carter, le conflit sino-vietnamien. Une nouvelle fois, le numéro 1 américain a demandé à la Chine de se retirer rapidement du Vietnam. Il l'a fait demander donc par M. Blumenthal. Hanoï, en tout cas, paraît se préparer à un conflit plus important et plus long. Comptant sur l'appui soviétique, les Vietnamiens n'envisagent que la résistance militaire, rejetant, semble-t-il, les ouvertures diplomatiques chinoises. Le dispositif vietnamien est constamment renforcé. On voit ici des troupes montant vers le front et on annonce l'entrée en action de divisions d'élite, sans doute ramenées du Cambodge.
Bien qu'il soit très difficile de se faire une image précise de la situation sur le terrain, il semble que les combats soient très violents. Tant à Hanoï qu'à Pékin, on fait état de victoires impressionnantes et sans doute exagérées. Un seul chiffre confirmé, il y a presque 100 000 soldats chinois actuellement au Vietnam. À Pékin, Deng Xiaoping a indiqué à des journalistes américains que l'intervention chinoise serait limitée dans son ampleur et qu'elle ne durerait pas longtemps. Contrairement à ce que pensaient beaucoup d'observateurs, Deng Xiaoping a clairement affirmé que les Chinois ne souhaitaient pas lier le retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge à celui des forces chinoises du Vietnam. Pour Pékin, publiquement tout au moins, il s'agit de détruire le mythe de la puissance militaire vietnamienne et leur donner une leçon. Sur place, il faut dire que l'on est un petit peu privé d'informations. Visiblement, les Vietnamiens en rajoutent un peu, comme l'on dit trivialement, et puis les Chinois, eux, se refusent à aider en quelque manière les journalistes. Mais pour mieux comprendre ce qu'est le terrain, je vous propose de réécouter l'explication à la fois fougueuse mais séduisante du général Bijard, qui connaît bien la région. Vous avez au Tonkin ici ce qu'on appelle le delta tonkinois. Le delta tonkinois, c'est la rizière, c'est la plaine de Beauce, donc on survole ça d'avion quand les riz sont poussés. Au-dessus, vous avez la moyenne région. Et puis vous avez en haut, là, tout ceci où je me suis toujours battu. Voilà. Pendant. Où se déroulent actuellement les combats. Alors là, c'est la haute région, située entre 2400, 3000, 3200 mètres d'altitude. Vue d'avion, c'est très moutonné, c'est de la montagne presque infranchissable avec des calcaires. Alors là-dedans, vous avez quelques rubans. Vous avez la rivière Noire, vous avez le fleuve Rouge, vous avez la rivière Claire et quelques petites routes coloniales qui montent vers ces points-là. Des routes coloniales très encaissées au milieu de la montagne, des lieux embuscades où on peut passer un char mais pas deux de front, si vous voulez. Donc c'est le combat d'homme à homme. Donc c'est un combat d'homme à homme. Alors, je pense moi, que le Viet Minh, là, garde plutôt ces divisions-là, ces blindés, pour défendre le delta, où ils pourront manœuvrer, et là-dedans, ils ne peuvent engager que de l'infanterie. Alors, c'est un combat de guérilla, de contre-guérilla, où posséder l'adversaire, si vous voulez, le Chinois qui est là, pour essayer de faire des embuscades au Viet Minh qui monte, il faut qu'il déborde dans la montagne, il faut des guides, il faut des coupe-coupe. Alors, les forces en présence, cette armée Viet Minh, tout le monde la connaît, avec ses 800 000 hommes, ses 35 divisions, nous en avons 15, c'est une armée qui est dans la guerre depuis 30 ans, avec un peuple entier qui les soutient, ils nous ont battus, ils ont battu les Américains, oui. C'est une armée rodée. Mais en face d'eux, ils n'ont plus les Français ni les une armée occidentale, mais une armée asiatique également. Une armée jaune, c'est le cas de le dire, capable de faire 40 ou 6 km dans la nuit, de bouffer une boîte de riz, de se camoufler, de s'enterrer. Alors je pense que là-dedans, les combats, les gens s'enterrent de part et d'autre, se camouflent, c'est un combat dantesque, d'infanterie, avec débordement, mais là-dedans, il n'y a pas de grande manœuvre de chars, par contre, qu'ils pourront faire dans le delta, si vous voulez. Ça leur permet quand même, ces forces vietnamiennes, qui ont des gens au Tonkin, qui ont des gens au Cochinchine, qui ont des gens au Cambodge, qui ont des gens au Laos, il faut qu'ils rameutent leurs forces. Là, ils sont un peu dans le jeu inverse, le Viet Minh. Alors, ils sont obligés de rameuter les forces, de dégager tous ces coins-là. Et rien ne prouve que les Chinois ne vont pas en profiter pour infiltrer de la guérilla au Cambodge, au Laos et ailleurs. C'est Daniel Bilalian, donc dans Antenne 2 midi, que le général Bijard essayait de convaincre. Ma foi, il y a assez réussi. Le général Bijard qui s'est fait vertement critiquer en revanche et par le RPR et par le Parti Socialiste pour avoir dit dans un tout autre domaine que pour sa défense, la France comptait essentiellement sur les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne de l'Ouest. Le dossier du pétrole maintenant, à mesure que se rapproche la date de la réunion de l'OPEP, dans un mois tout juste, à Genève, chaque pays exportateur annonce en quelque sorte la couleur. Aujourd'hui, c'était au tour des Saoudiens. On a eu peur un moment, le cheikh Yamani avait annoncé que le prix de son pétrole serait revalorisé. En fait, provisoirement, l'Arabie Saoudite maintient le prix, mais il faut bien dire que tout cela entretient une certaine confusion, Philippe Tassier. Oui, on ne sait plus très bien où l'on en est avant le 26 mars, c'est-à-dire avant la réunion des pays de l'OPEP à Genève. Alors ces pays de l'OPEP, rappelons rapidement qui ils sont 13, répartis à peu près dans le monde entier, en Afrique, en Asie avec l'Indonésie, en Amérique du Sud, notamment avec le Venezuela. Il n'y en a aucun de ces pays qui existe en Europe. Et ils nous fournissent, il ne faut pas l'oublier, plus de 81% à eux 13 du pétrole qu'utilisent les pays occidentaux. Alors avec la tension sur les prix du pétrole qui a été causée par l'arrêt du robinet iranien, eh bien certains de ces pays ont d'ores et déjà décidé de faire certaines hausses de prix. Par exemple, le Venezuela a décidé d'augmenter les siens de 15% pour la moitié de sa production. Le Koweït, lui, a décidé déjà d'augmenter les siens de 9%, et l'Arabie et la Libye augmentent leur prix de 5%, et ils demandent, disent-ils, qu'il y ait une augmentation d'environ 20 à 25% lors de la réunion OPEP qui se tiendra à Genève. Et pour l'instant, on ne peut rien savoir de ce que sera exactement cette hausse de prix qui sera décidée par l'ensemble de ces pays. C'est en définitive l'Iran qui tient vraiment la situation en main.
Alors comment ça va se passer à la pompe maintenant? Alors pour la pompe, il faudrait que cette pompe soit une boule de cristal, parce qu'après le 26 mars, il risque bien d'y avoir quelques centimes de plus qui s'inscrivent là-dessus. Qu'a dit le gouvernement? Eh bien, pour l'instant, le gouvernement dit nous répercuterons à la pompe ou bien sur le prix du fioul les hausses qui seront décidées. Mais comme il y a un fort éclat de taxes, eh bien, il est possible que cette pompe ne répercute pas totalement la hausse des prix du pétrole. En définitive, ce qu'il faut dire, Patrick, c'est que le prix de notre plein d'essence, comme le prix du plein de notre fioul, eh bien, c'est entre les mains de l'ayatollah Khomeini. Et oui, les Iraniens qui n'ont toujours pas fait connaître leur véritable souhait. C'est d'ailleurs le gros dossier du gouvernement Bazargan à l'heure qu'il est. À un moment, les Occidentaux ont repris espoir avec la découverte au Mexique de fabuleux gisements de pétrole, mais vous savez déjà comment Jimmy Carter a été accueilli à Mexico. Valéry Giscard d'Estaing, qui se rend demain là-bas, entend bien ne pas aborder le problème sous le même angle. Il ne s'agit pas de mendier du pétrole, mais d'abord de vendre la technologie française. Il n'en reste pas moins que ce pétrole fait rêver, ce pétrole que les Mexicains découvrent tout à coup avec émerveillement, un petit peu comme un jouet tout neuf. Plusieurs de nos envoyés spéciaux ont sillonné le pays le mois dernier. D'abord notre photographe Marie-Laure Verdeil, dont vous êtes en train de voir les documents. Ensuite Bernard Benjamin et Jean Ray, qui ont fouillé le dossier à fond. C'est ici, sous les eaux du golfe du Mexique, que se trouvent sans doute les plus grandes réserves pétrolières du monde. Les chiffres que l'on avance sont fous. Il y aurait 28 milliards de tonnes de pétrole, c'est-à-dire 3 fois les réserves de l'Arabie Saoudite. Un slogan fait du reste fureur en ce moment au Mexique, « Forez et vous trouverez ». Alors, on fore partout pour découvrir ce pétrole du 3e millénaire qui peut faire de ce pays un Proche-Orient bis. C'est un nouvel âge d'or pour le pétrole, d'autant que le Mexique est encore sous-développé, qu'il a d'énormes problèmes économiques et que sa dette extérieure croît sans cesse. Un nouvel âge d'or pour les Mexicains et seulement pour eux, affirme-t-on parmi les dirigeants du pays, mais on ne cache pas que la redistribution des richesses ne se fera pas du jour au lendemain. Ce n'est pas facile de faire la distribution, ce n'est pas un cas de faire la distribution des billets de banque. Nous devons faire l'industrialisation du pays, nous devons augmenter l'agriculture, nous devons bâtir assez de maisons pour les gens qui n'ont pas les suffisants moyens pour les acheter. C'est une grande distribution à travers un programme de mécanismes bien dessinés pour le faire. Et ça va prendre 10, 20 ans, je ne sais pas. Et de fait, le Mexique, comme la plupart des pays d'Amérique latine, a deux visages. Mexico, par exemple, qui est la plus grande ville du monde, la plus polluée aussi, a aujourd'hui 14 millions d'habitants, c'est-à-dire le quart de la population totale. Mais Mexico, c'est aussi le plus grand bidonville du monde, avec ses 6 millions de personnes, en fait une véritable ville dans la ville. C'est l'un de ces clichés largement répandus, mais qui trouve dans ce pays grand comme 4 fois la France une résonance tout à fait particulière. Et le Mexique, c'est surtout un chiffre. Il y a ici 67% de chômeurs. Et au-delà de la politique économique suivie par le gouvernement, la cause principale de cette misère, c'est une natalité galopante qui fait que chaque famille possède en moyenne entre 10 et 15 enfants. Pour lutter contre cet état de choses, les autorités ont alors eu l'idée de lancer une grande campagne d'information par l'intermédiaire de la télévision, avec en particulier un dessin animé qui s'intitule « Avec une petite famille, on vit mieux ». C'est l'histoire caricaturale du Mexicain, macho en diable, et de sa propension naturelle à faire des enfants sans trop en mesurer les conséquences. Ay, morena, morenita mía, hay un amor muy grande que existe entre los dos. Un cariño y un corazón hermoso, los dos. Los dos, los 10, ay, morena, morenita mía, queremos comer. Combien de personnes vivent ici? Nous sommes 12. Et vous ne croyez pas que l'on vit mieux avec une petite famille, comme le dit la télévision? Oui, mieux.
Mais vous savez, on a commencé à voir ce dessin animé alors que la maison était déjà pleine de familles. Et puis moi, j'ai commencé à faire des enfants il y a 12 ou 13 ans. Il y a combien de temps que vous êtes ici? 10 ans. Et d'où venez-vous? Vous êtes paysan. Et pourquoi avez-vous tout quitté? Pour améliorer notre situation. Et ici, vous vivez mieux? Oh, vous savez, je crois que c'est plus ou moins la même chose. Avec une famille, il faut se battre sans arrêt pour vivre. Loin de Dieu, mais près des États-Unis. La phrase de Porfirio Diaz date de 1938, elle est encore valable aujourd'hui. C'est le deuxième gros problème des Mexicains, pouvoir se développer malgré les pressions constantes des États-Unis. Les Américains se frottent déjà les mains, il est vrai que le pétrole mexicain se trouve si près de chez eux. L'histoire nous a enseigné que lorsque l'intérêt des États-Unis l'exigeait, les Américains n'hésitaient pas à faire une démonstration de force, allant même jusqu'à occuper notre pays. Aujourd'hui, les temps ont changé, les formes de l'action politique sont plus subtiles, mais bien sûr, avec notre pétrole, l'avenir du Mexique est plus que jamais lié aux décisions qui sont prises aux États-Unis. Le symbole de ces pressions américaines et de cette résistance mexicaine, il est sans doute ici, à Cactus, l'une des plus grandes raffineries du Mexique. Il y a environ 3 ans, le Mexique fait une offre de vente de ce gaz à son client le plus naturel, les États-Unis. Pendant quelques mois, Washington réfléchit, les Mexicains en profitent pour commencer le montage d'un gazéoduc de plusieurs centaines de kilomètres, et la réponse de Washington finit par arriver. Nous sommes d'accord, disent les Américains, pour vous acheter votre gaz, mais 50% moins cher. Réaction des Mexicains, pas question, nous préférons plutôt brûler ce gaz que de vous le vendre à de telles conditions. C'est précisément ce que fait cette immense torchère qui est derrière moi. Elle brûle ce gaz, tout au moins une partie de ce gaz, en pure perte, plutôt que de le vendre aux Américains à des conditions qui leur seraient favorables. Avec le pétrole, le Mexique a donc 2 paris à tenir. Réussir sa redistribution des richesses, résister aux pressions américaines. Si ce pari réussit, il deviendra le Japon des années 80. Sinon, le Mexique ira grossir le rang de ces nations qui sont constamment en voie de développement. Oui, c'est demain que le président français se rend au Mexique. La France prête à aider le Tchad à retrouver la paix civile. Voilà ce qu'annonce un communiqué de l'Élysée, un communiqué qui date d'il y a à peine 1 heure. La France, je le cite, souhaite que s'apaisent les esprits et va donc apporter son concours à la tenue d'une réunion ouverte à toutes les tendances. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler très très vite. Le reste de l'actualité à l'étranger maintenant, avec d'abord une réussite des Soviétiques dans l'espace. Salyut Soyuz. Camarades, nous vous félicitons à votre arrivée dans la station. C'est le message laissé par leurs prédécesseurs qui attendaient à bord de Salyut 6 Vladimir Liakov et Valéry Ryumin. Hier, les 2 hommes se sont arrimés sans problème et ont pu constater le parfait état de marche des appareils à bord de la station qui tourne dans l'espace depuis 18 mois. Situation toujours confuse en Ouganda où les frontières sont provisoirement fermées. Le maréchal Amin Dada ne semble plus contrôler la situation alors que se poursuit dans le sud l'offensive des Tanzaniens qu'il accuse de soutenir les opposants à son régime. Motif politique pour le détournement du Tupolev Oslo-Moscou contraint d'atterrir ce matin à l'écart des pistes de Stockholm après une alerte à la bombe. Une fois les passagers débarqués sous la protection de la police suédoise, les responsables du détournement ont demandé l'asile politique en Suède. L'actualité française, maintenant avec une proposition d'un député RPR de l'Indre, Michel Aurillac, qui suggère le rétablissement du bagne en remplacement de la peine de mort. Et Michel Aurillac propose même une localisation, les îles Kerguelen, c'est-à-dire tout près du pôle Sud. Les autres parlementaires RPR, eux, sont loin de ces latitudes. Ils poursuivent toujours leur journée d'études à la Guadeloupe. Vous savez qu'hier, ils s'en étaient pris à la politique économique de Raymond Barre. Vous avez pu entendre à 12h45 les propos de Jean Falala. Et c'est sans doute un peu à eux que Raymond Barre pensait donc aujourd'hui en attaquant ceux qui, je le cite, ont des larmes et un cœur de crocodile. Raymond Barre s'exprimait à l'occasion du déjeuner du 150e anniversaire de la Revue des Deux Mondes. Et il en a profité pour repousser implicitement une des propositions de Robert Fabre, la création d'emplois nouveaux dans le secteur public.
J'entends dire aussi que la réduction du travail accroît l'emploi. Mais cette apparence se heurte rapidement à une réalité. C'est que la réduction du travail à salaire constant accroît les coûts des entreprises, réduit leur compétitivité et finit par augmenter le chômage, surtout en période de crise. Car dans ce domaine, comme dans d'autres, le progrès social ne peut être atteint que s'il a été précédé par le progrès économique. Et ce n'est pas en pleine crise économique que l'on peut réaliser ce qui peut être considéré comme un progrès social. Je ne nie pas pour ma part qu'à long terme nous évoluons vers une réduction de la durée du travail, mais je crois que rien ne serait plus dangereux que de compromettre le progrès social à long terme par des mesures économiques à court terme qui se traduiraient par une réduction de la capacité de concurrence de notre économie. Enfin, un autre thème que j'entends souvent soutenir est que le meilleur moyen de réduire le chômage est d'augmenter les emplois publics. Je n'ai jamais très bien compris ce raisonnement, car je ne vois pas comment l'augmentation des emplois publics pourrait permettre un développement de la production et des exportations qui réduirait la facture pétrolière. Sidérurgie, le maire de Longwy demande la convocation de l'Assemblée en séance extraordinaire. Le député communiste de la région, Antoine Porcu, fait la même chose. Et André Bergeron, le leader de Force ouvrière, de son côté, lance une nouvelle mise en garde contre le recours à la violence lorsque les conflits s'aggravent. Les banques, à nouveau des débrayages après-demain, c'est en tout cas ce que demandent les 4 syndicats majoritaires dans la banque. La SFP, le climat semble à l'apaisement. Tout à l'heure, Antoine de Clermont-Tonnerre recevait l'intersyndicale et devait faire suivre cette rencontre d'une réunion du comité d'entreprise de la société. Le PDG de la SFP donc a fait quelques nouvelles propositions qui pourraient peut-être, je vous le disais, débloquer la situation. Mais la journée d'action dans les différentes sociétés de l'ex-ORTF est tout de même maintenue pour demain. Et puis, fin de la grève à l'agence France-Presse, une grève qui avait duré 4 jours, ce qui est très rare, mais le conflit ne semble pas clos pour autant. Enfin, un attentat au ministère des Finances cette nuit, un attentat qui n'a pas fait de victimes, mais beaucoup de bruit. Il n'a pas été revendiqué pour l'instant de manière bien précise. Vichy, capitale des forains aujourd'hui. Ces commerçants un petit peu en marge des circuits traditionnels y tenaient leur 58e congrès, toujours un petit peu mystérieux dans l'imagerie populaire. Ils sont pourtant près de 100 000 en France. Au début de l'été dernier, le Premier ministre s'était intéressé à leur sort en demandant qu'ils aient une place spéciale, que soient redécouverts les marchés. Et il y a quelques jours, une commission parlementaire a été installée. Son but, la création d'un statut du forain. Marchands journaliers, ambulants, démonstrateurs, ce sont tous des forains. Ou plutôt des commerçants non sédentaires, parce qu'ils n'ont pas de boutique. Au petit matin, ils déballent leur matériel, souvent après 1 ou 2 bonnes heures de route. Bons commerçants, les marchands forains réalisent 22 milliards de francs en chiffre d'affaires, 4,5% du chiffre d'affaires du commerce de détail. Leur prix pour tout ce qui est produit frais, surtout les fruits et légumes, égale ceux des grandes surfaces et des hypermarchés. Hélas, mal organisés, les forains sont confrontés à une multitude de problèmes. Il faudrait qu'on ait une seule carte, une carte d'identité avec la photo, qu'on n'ait pas à sortir 36 papiers à chaque fois qu'on a un contrôle. Quels sont les papiers? Il faut sortir, quand on nous contrôle, on nous demande les patentes, le registre de commerce, un tas de papiers, pas normal quoi. On paye une taxe professionnelle pour notre dépôt, on paye aussi les taxes professionnelles sur chaque marché, alors que normalement on devrait payer une taxe professionnelle. On fait 5 marchés la semaine. Une boutique elle est ouverte 5 jours, elle paye qu'une taxe professionnelle. Pourquoi nous on en paye si on fait 4 marchés, on paye 4 taxes professionnelles plus le dépôt, c'est beaucoup trop quoi. Pour nous, alors, quand on veut faire une installation, il faut avoir des crédits chez le marchand de toile, chez le marchand de balance, chez le marchand de machines à jambon, chez le marchand de couteaux et tout le tremblement. Tandis que si on avait des prêts dans les banques, on pourrait avoir qu'un seul prêt, au lieu d'en avoir une multitude. Et à l'heure actuelle, une machine à jambon comme ça vaut 1 million. Hein? Une balance comme ça vaut 400 000 francs. Pour répondre à ces nombreuses doléances, un programme de négociation a été élaboré. Cela parce que les pouvoirs publics ont réalisé
l'intérêt de maintenir les marchés et les forains dans les villes. Les Français connaissent tous ce qu'est un marché, mais ils ne savent pas toujours que sur le marché on trouve des prix très compétitifs. Les statistiques disent même que les commerçants non sédentaires font parfois mieux que les grands commerces modernes en matière de prix. Alors au moment où on parle de concurrence, les marchés ont leur importance, vous le comprendrez. Et puis sur le marché, on est accueilli, on est servi, on vous parle, c'est l'animation de la ville qui est en cause. Les villes sont nées souvent d'un marché. Alors nous tenons beaucoup à ce que les villes fassent toute leur place à ces commerçants non sédentaires dont nous avons besoin pour une politique active de concurrence et aussi une politique de la qualité du commerce. Aux assises de Dijon, la peine de mort a été de nouveau réclamée en appel contre Jean Portet, accusé d'un double meurtre, la fille d'une bijoutière de Mâcon et un policier bordelais. Jean Portet est, vous le savez, le dernier condamné à mort des prisons françaises. Paul Lefebvre est sur place. Je pense qu'il nous commentera le verdict demain dans Antenne 2 midi à 12h45. Son visage est devenu célèbre dans toute la France et son savoir, je crois, vous laisse pantois d'admiration quelques minutes avant ce journal. En tout cas, c'est mon cas. Se jouant de toutes les difficultés, Michel Jouot est déjà à son 5e match de chiffres et de lettres. Pourtant, vous savez que ce n'est pas tout à fait un candidat comme les autres. Non-voyant, sa seule aide, c'est sa mémoire. Et dans la vie aussi, vous allez le découvrir, Michel Jouot est un battant. Monsieur Jouot, depuis plusieurs semaines, vous tenez en haleine nos jeunes élèves et anciens élèves de notre école et de notre groupement. J'ai voulu prouver que les non-voyants ne sont plus ce qu'ils étaient il y a encore quelques années, c'est-à-dire des gens malheureux, tristes, et qu'ils pouvaient participer à tous les actes de la vie comme n'importe qui. En particulier à des jeux télévisés qui, a priori, ne sont pas faits pour nous. Bien, j'ai toujours eu une bonne mémoire et depuis 17 ans que je suis non-voyant, j'ai appris à faire travailler en retenant pas mal de choses, en particulier des numéros de téléphone ou des adresses, que je retiens comme ça pour m'entraîner, que je note quand même après pour être sûr de ne pas les oublier. Alors comment ça se passe pour un couple de non-voyants, la vie quotidienne? Bon, je pense que c'est une vie normale. On fait exactement la même chose que les autres couples. Les courses, la cuisine, tout de la même façon. Enfin, je prenais le métro pour aller travailler. Maintenant, je suis en congé de maternité. Nous attendons un heureux événement pour dans 3 semaines. Quels sont vos loisirs ici? Ben, mes loisirs sont ceux de un petit peu tout le monde, c'est-à-dire je fais des mots croisés. Moi, je joue à différents jeux de société, j'écoute de la musique, on aime bien aller se promener pendant les week-ends. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue pour me féliciter, pour m'encourager. Mais quand même, on sent qu'il y a un manque d'information. Le public est maladroit, disons qu'il est mal informé de nos problèmes. Bon, ils veulent nous aider, ils sont pleins de bonne volonté, mais il y a quand même beaucoup de maladresse. Ils nous disent attention, il y a un obstacle, mais ils ne nous disent pas, par exemple, à quelle distance de nous, s'il est à droite ou à gauche. Disons qu'ils font comme si on voyait. Eh bien, dans la rue, nous entendons des réflexions dans le genre comme c'est malheureux, les pauvres, comme c'est pénible, ça doit être triste, et c'est très gênant. Qu'est-ce que vous allez faire de votre argent? Eh bien, comme nous attendons un heureux événement pour dans 3 semaines, je pense qu'il va bien nous aider. Et nous avons aussi l'intention de déménager l'année prochaine et je pense que ça sera très utile aussi. Michel Jouot est sténodactylo au ministère des Finances. 2 lignes de sport maintenant, en rugby, tournoi des 5 nations. Guy Noves a déclaré forfait pour la rencontre Angleterre-France qui aura lieu samedi à Twickenham. Noves, blessé à la cuisse lors de France-Galles, sera remplacé à l'aile gauche par Frédéric Coste, dont ce sera la première sélection dans l'équipe de France. Frédéric Coste a 21 ans, il joue à l'AS Montferrandès, c'est le numéro 13, donc en blanc. Il est étudiant en éducation physique à Clermont-Ferrand. En dehors de Coste, la sélection française est inchangée. Vous allez voir, Coste, il va marquer l'essai. Donc il n'est pas en blanc, il est en noir. La page de la météo maintenant, aujourd'hui, après une matinée fraîche et brumeuse, le temps ensoleillé a régné sur la plus grande partie du pays. Pour demain, eh bien, une zone de temps couvert avec quelques pluies sur le sud-ouest gagnera tout le sud avec de la neige en montagne. Ailleurs, temps peu nuageux mais assez froid avec gelée et brouillard.
Saluons maintenant la naissance d'un confrère, un mensuel qui, comme vous le voyez, traitera de la musique. Son titre, Toute la musique. Et voilà qui nous amène tout naturellement à une page musicale pour terminer ce journal. Le grand pianiste classique Alexis Weissenberg, c'est-à-dire le spécialiste de Beethoven, de Rachmaninov, de Tchaïkovski, vient de s'offrir une récréation. Passionné depuis toujours par le jazz, il a écrit une comédie musicale, La Fugue, que Jean-Claude Brialy a mise en scène à la Porte Saint-Martin. C'est l'histoire de 3 sœurs américaines qui sillonnent l'Europe à la recherche de l'homme idéal. Une série de tableaux et de ballets qui, vous allez le voir, ne manquent pas d'allure. Ce sont donc sur ces notes, entre la fugue et la raison, que je vous abandonne. Bonne soirée à tous, à demain.